On a beaucoup d'exemples dans le cinéma de familles soudées envers et contre tout, où l'amour prédomine malgré certaines maladresses. Mais moi, les films qui me marquent le plus, c'est toujours ceux où la famille est synonyme de secret et de colère. C'est devant ceux-là que je me prends une vraie claque et que je sors vraiment remuée de la salle. Donc aujourd'hui, on va parler de la manière dont la famille est représentée au cinéma sous le prisme d'émotions fortes qu'on a tendance à vouloir enfouir et qui, par moments, peuvent mener au chaos. C'est vrai que dernièrement, les films qui ont fait vraiment beaucoup de bruit sont ceux où les relations familiales et les familles dysfonctionnelles sont montrées de manière vraiment explosive. Don't you ever raise your voice at me. I am your mother. Do you understand? Pourtant, moi je trouve que les films les plus marquants, c'est ceux où les ressentiments, les reproches arrivent de manière un petit peu plus perverse. Et souvent, justement, dans ces films, les reproches sont entre les enfants et leurs parents, ce qui a plusieurs conséquences qu'on va voir. La première conséquence de ces relations entre parents-enfants qui est mise en valeur dans ces films, c'est notamment le fait que l'enfant se met à l'écart de sa famille, et notamment donc des parents qui sont responsables de son malheur, on va dire. C'est des enfants qui fuient la cellule familiale parce qu'ils y trouvent jamais leur place et ils sont même un petit peu étouffés. Donc un des exemples, c'est un film de Bergman qui s'appelle Autumn Sonata, dans lequel la protagoniste justement a constamment évité sa mère jusqu'à ce que, c'est le synopsis du film, elle la reçoive finalement chez elle pour un dîner, il me semble, ou pour un séjour. Et on apprend que cette fuite, c'est notamment dû à un manque d'espace pour exister au sein de sa famille. Déjà, sa sœur est lourdement handicapée, ce qui fait qu'elle demande une grande attention du reste de la famille et d'elle-même. Et au-delà de ça, la protagoniste semble reprocher à sa mère de n'avoir jamais cédé la parole, justement, au sein du foyer. Det är inte vilket som var värst. Tiden du var hemma och spelade maka och mor. Eller tiden du var på turné. Men jag tänker på det och jag förstår att du gjorde ett helvete för oss. Både för pappa och mig. Men Eva lilla, det är inte sant. Pappa och jag var mycket lyckliga tillsammans. Josef älskade mig. Évidemment, fuir, quitter sa famille, c'est-à-dire les personnes qui sont censées vous aimer le plus, c'est pas forcément une tâche facile. Et on va justement retrouver cette tendance dans plusieurs œuvres. C'est même quelque chose que les spectateurs et les lecteurs, en fonction des œuvres, recherchent vraiment dans le scénario, dans l'histoire. C'est ce qu'on va appeler la found family. La found family, c'est quoi? C'est donc un personnage qui est dépourvu carrément de famille ou qui est en grand conflit avec cette dernière, qui va de sa propre initiative s'en créer, on va dire, une nouvelle. Ça va être une sorte de refuge, un groupe qui va lui apprendre ce que c'est que le vrai amour, ce que c'est que d'être traité à sa juste valeur. Donc par exemple, dans Moonlight, qui est un film qui me tient énormément à cœur, le personnage principal, qui s'appelle Little, fuit justement sa maison parce que il vit seul avec sa mère qui est addicte à plusieurs drogues. Et justement, son lieu de refuge, c'est la maison d'un autre couple. Ces deux personnes vont vraiment devenir des parents de substitution pour lui. Mais c'est vrai que d'autres fois, une found family, ça peut être un groupe d'amis, ça peut être un partenaire avec qui donc on crée un couple. Et ça justement, pour beaucoup, cette idée de famille qu'on choisit et qui nous traite comme on devrait l'être, ça touche beaucoup de spectateurs, moi y compris clairement. Mais, vous vous en doutez, les reproches ça va pas que dans un sens. Si les enfants avaient tout à reprocher à leurs parents et eux rien en retour, ce serait un petit peu trop facile. Et justement au cinéma, un thème qu'on remarque beaucoup ces dernières années, je trouve, c'est la charge mentale que peut porter notamment une mère au sein d'une famille. En tout cas, dans une grande majorité des cas, dans la majorité des couples hétérosexuels, c'est elle qui porte l'enfant, mais c'est aussi elle qui porte les responsabilités, le poids de l'harmonie de la famille, la majorité des tâches domestiques, etc. Et justement, ce qu'on peut voir dans beaucoup de films, ce sont des mères qui finissent par être écrasées par ce poids et qui donc explosent. Donc dans Deux sœurs, par exemple, il est vraiment question de reproches accumulés au fil du temps par la mère, que ce soit envers son mari, que ce soit envers ses enfants, envers le reste de la famille et envers elle-même. Premièrement, elle souffre physiquement, mais elle ressent une autre souffrance qui est vraiment au centre de ce film et c'est la souffrance psychologique. Premièrement, d'un côté personnel, elle a perdu un proche et on voit que ce deuil l'accable vraiment tous les jours. Et d'un autre côté, elle doit à la fois gérer ses émotions et celles de sa famille, de son mari, de son fils, et on voit que justement, parfois, ces émotions, elle les gère pas très bien. I asked one of them, I said, "Why do you want my postcode? I might as well just give you my front door key so you can break into my house, teeth out my things and kill my only child." Évidemment, cette colère, elle vient jamais de nulle part en réalité. On crie parce qu'on est blessé, parce qu'on est triste et parce qu'on a peur surtout. Le vrai mal de cette mère dans Deux sœurs, c'est qu'elle est terrifiée à l'idée que sa famille, en réalité, au fond, la déteste.
Et le dernier film qui m'a vraiment marqué, que j'ai pu voir au cinéma, il parle justement de cette peur qui accable les mères, et ce bien avant que leur enfant soit né. Il y a quelques semaines, donc, j'ai vu Sorda au cinéma, et c'est un film qui aborde à la fois le thème de la surdité et à la fois le thème de la maternité, et surtout du lien qui unit ces deux sujets. En gros, la question qu'on se pose au sein de ce film, c'est quand on est une femme sourde et qu'on a un mari entendant, quelle place ça nous laisse, premièrement, au sein de notre couple, mais aussi avec notre enfant. Que tú quieres una pareja sorda y una hija sorda, pero me has elegido a mí y yo soy oyente. La protagoniste va avoir son premier enfant et elle est vraiment, vraiment terrifiée, non seulement de ne pas être comprise par ce dernier, mais aussi de ne pas réussir à créer de lien avec la fille qui va être la sienne. Parce que son enfant, il a seulement une chance sur deux d'être sourd en réalité, puisque son père est entendant. Et forcément, la peur qui commence à se développer, c'est qu'un fossé se crée entre une fille qui va entendre le monde et sa mère pour qui le monde est complètement silencieux. Le propre de la famille, en tout cas de celle du sang, c'est qu'on la choisit pas. On choisit pas les points communs qu'on a avec elle ou non. Et en réalité, c'est de ça dont je voulais parler en premier lieu. Si on choisit pas sa famille, on choisit par contre comment on la traite. On choisit de l'accepter, de l'encourager dans ses projets ou non. On choisit aussi de ne pas la blesser volontairement. Et quelque chose à propos de moi, c'est que j'arriverai toujours à caler mon film préféré dans une vidéo, et ce film, c'est Le Cercle des Poètes Disparus. Je risque de vous le spoiler en parlant, donc si vous voulez le voir, bouchez-vous les oreilles. Mais pour moi, ce film, et surtout la fin, incarne vraiment à quel point une famille dysfonctionnelle et qui ne se comprend pas peut mener au chaos, à la perte et à l'horreur. Si vous ne savez pas, Le Cercle des Poètes Disparus, c'est l'histoire d'un groupe de jeunes garçons qui sont dans un internat et qui commencent à vraiment s'intéresser à la littérature et surtout à la poésie grâce à leur nouveau professeur qui est hyper extravagant, qui leur donne vraiment envie d'apprendre. Et parmi ces garçons, il y en a deux particulièrement importants, Todd, qui est joué par Ethan Hawke, mais surtout... Et Neil, au fond de lui, il a toujours eu une passion pour le théâtre qui s'est vraiment, vraiment développée avec l'arrivée de ce professeur, qui lui a donné la motivation de se consacrer à ce hobby. Aux alentours de la fin du film, Neil finit justement par monter sur scène, et il est fabuleux. C'est un comédien extraordinaire, tout le monde dans la salle le dit, sauf une personne, son père, qui est présent dans la salle. Et le père de Neil, c'est vraiment le personnage qui est fait pour qu'on le déteste. C'est le vrai patriarche qui méprise complètement les arts, qui méprise son fils par la même occasion. Et surtout, pour lui, c'est lui qui décide. À la fin de la pièce, il le dit à son fils, il ne fera plus jamais de théâtre. Que ça lui plaise ou non. Sauf que la famille rentre à la maison et Neil est absolument désespéré. Évidemment, la seule chose qui le rendait heureux depuis un moment vient de lui être enlevée sous ses yeux. Alors il vole en secret dans la nuit le revolver de son père et... Oh my God! Oh my son! My son! En tout cas, ce qu'on peut retirer de tout ça, c'est que le prix de refuser de comprendre sa famille, mais surtout de refuser de comprendre son enfant, c'est toujours de le perdre.